Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et les potes de Ali de Catch Club. Oh, on aimerait tout d'abord féliciter la Suisse. Ah ça y est, le heel turn quoi. Et puis on voudrait dire, c'est quand qu'Alain Mistrangelo vient... Ah non, mince, merde, non. Mais oui, mais on en a marre de Christophe Ajus. Il prend plus de poids. Il est encore plus massif que Alain. Non, c'est pas sympa pour lui ça. Oui, mais on l'aime, lui, il est bon. La EW, c'est vraiment la fédération géniale avec des commentateurs géniaux. C'est pas Philippe Chéreau et Christophe Connard. Bah, c'est Christophe Ajus, mais merci. De rien. Bon, bah super. Vraiment, ça commence sur les chapeaux de roue. Bah bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la cloche. Alain sera content parce qu'il doit passer bientôt justement pour faire une petite émission à Visiblement, elles sont au courant. Apparemment elles sont au courant, elles sont contentes. Ça me permet de démarrer encore une fois avec la Jim Ross de la semaine. D'ailleurs dans Botchamania il y a souvent une Jim Ross de la semaine. Bah là, Jim Ross de la semaine, bienvenue à WWE Dynamite. Enfin, je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais parce que c'est pas cette voix. Mais pourquoi Jim Ross? Mais parce il que, fait mais non, comment il fait ça arrive. Mais oui, mais là ça fait 2 fois en quelques mois. Oui, mais tu sais, ton cerveau, il faut pas croire, hein, ton cerveau est habitué à des mécanismes de prononciation. C'est sûr. Toi, c'est pop, 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 pop. Le jour où t'abandonnes pop, 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 quelques semaines plus tard, ton cerveau va tout d'un coup te faire redire pop, 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 pop. C'est comme ça. Et puis surtout, plus tu avances dans l'âge, plus ton cerveau te fait ce genre de petites feintes, quoi. Non, moi honnêtement, j'aime pas m'acharner contre lui, mais par contre, je le répète et je le redis, il y a un moment, il faut quand même... On dit toujours aux catcheurs, laissez la place aux jeunes, merde. Et surtout que lui était le premier à le dire. Après, non, moi, honnêtement, vous le savez, je ne regarde pas, je n'écoute pas ce qu'il fait, j'ai entendu parler de ça, évidemment, mais... comment dire, je sais pas quel âge il a quel âge Jim Ross? 200 ans à peu mais près. Non, mais sérieusement. Non, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de retraite aux États-Unis. J'ai pas checké là, comme ça je dirais 72. 72, 74. Moi, je vais dire 69. Il a 69 ans. Ah, voilà, il connaît son catch. Il connaît son catch. Bon, 69 ans, c'est vrai. Le truc, c'est que... Honnêtement, moi, j'aimerais bien pouvoir encore commenter du catch à 69 ans. Hein. Je pense Bien que je n'en sûr. commenterai plus, clairement. Je sais même pas si je serai encore de ce monde, mais je comprends pourquoi il continue, tu vois. C'est quand même... C'est sa vie, le mec, de l'époque des territoires jusqu'à l'attitude era à aujourd'hui. Et en plus, il y a quelque chose de très grisant pour un homme de son âge de pouvoir commenter cette nouvelle génération, même si on en a déjà parlé. Parfois, il a l'air un petit peu saoulé... Enfin, d'après ce que j'entends, Oui, quand même, où oui. il a l'air de pas trop comprendre forcément la logique de certaines choses. Bon. Mais tu as raison, c'est vrai que lui était le premier à dire à l'époque de la WWE, quand c'était la guerre contre la WCW, que la WWE était la meilleure, principalement parce qu'elle donnait sa place aux jeunes, ce que ne faisait pas la WCW. Donc c'est vrai qu'il pourrait, d'autant que je pense que financièrement il doit être installé. Ah lui c'est Entre vraiment les par sauces, plaisir. les sauces barbecue et ses multiples salaires tout au long de sa carrière, je pense que ça devrait aller. Mais bon, je comprends aussi, quand c'est ta vie, Non, c'est t'as sûr. envie d'aller au bout, C'est compliqué de dire à quelqu'un qui adore ce qu'il fait et qui est excellent dans ce qu'il fait, arrête. Tu peux pas lui dire arrête. Mais d'un autre côté, honnêtement, il est plus aussi à la page et aussi à jour qu'il y a 15-20 ans, c'est ce qui est logique. Et à côté de ça, voilà, il y a des jeunes commentateurs qui devraient peut-être petit à petit prendre sa place, parce que ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que d'ici 1 ou 2 ans, il va arrêter. Il en a parlé lui-même, d'ici 1 ou 2 ans, il va plutôt passer en coulisses. Donc il faut préparer la suite. Bon voilà, Excalibur est là, il va très bien gérer. Tony Schiavone également. mais plus tout jeune non plus, je Mais pense. c'est ça, lui non plus, il est plus tout jeune non plus, donc il faudra trouver au bout d'un moment quelqu'un qui va remplacer Schiavone et Jim Ross avec Excalibur. Bah Alain Mistrangelo. Oh oui, Allah, on est avec toi. On verra pourquoi pas. On repasse en 2018 au programme W. Nous étions à WrestleMania la semaine J'ai dernière. pris une pile de cyanure. De toute façon, je bois dans la bouteille de Ali. S'il n'y a pas d'épisode 62, c'est de sa faute. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. On fera attention. Donc nous étions à New Orleans la semaine dernière, WrestleMania Un 34 drôle de goût, ton noir. est passé. C'est de la pure vitelle au-dessous. Oui, mais au-dessus, c'est des purs miasmes de toi, quoi. Je suis très propre. Donc, WrestleMania 34, on parlait de la fin de soirée de Brock Lesnar. Oui, on etc. parlait. la semaine Moi, dernière. j'aimerais aussi revenir sur un moment où, alors, oui, tu sais que dans les interviews,
Ah ouais, il fait des petits coups comme ça pour voir si je le regarde ou pas. C'était pas fait exprès, mais Mais je me c'était suis pas rendu fait compte exprès. au montage. Ah, le montage. Ouais, bah c'est pour ça qu'on appelle ça le montage. On peut démonter le montage. Je me suis dit, La tiens, semaine c'est dernière, marrant. j'ai dit ouais, tu sais qu'ils envoient pas aux interviews les Brock Lesnar, les Roman Reigns. Et là, il met une photo de Roman Reigns avec Philippe et moi. Et c'est vrai que cette interview, en plus, je l'avais commencé comme je fais d'habitude, c'est-à-dire Philippe présente en français et moi je fais Ladies and Gentlemen. Please welcome from Pensacola, Florida. Il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une lame et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns. Alors là, tu vois Roman Reigns fait. So Roman, how can you explain your defeat against Brock Lesnar tomorrow? Et là, bam, oh putain, ah ouais, et il fait ouais, j'allais te féliciter mais en fait, tu me rentres direct dedans dans la gueule quoi. Donc c'est vrai que j'aurais pu m'en souvenir de cette interview. J'étais obligé. Justement, WrestleMania 34 est passé. On disait que pour Lesnar, etc., c'était un peu une mauvaise fin de soirée. Toi, après WrestleMania 34, vous étiez bien. Tout s'est bien passé. Oui, bah, comme dit, au début, on était un peu craintif quand on a vu la tête de notre ami Tom Carlucci, mais on se rend compte que c'était pas par rapport à nous, donc on est rassuré. Bah, je me souviens qu'on a voulu essayer d'aller bouffer. On est allé, je crois, dans un IHOP, si je ne me trompe pas, mais non, parce qu'il y avait 1h30 de queue. On a tenté un autre resto pareil, 1h30 de queue. Finalement, on a terminé dans un bar miteux où ils faisaient de la bouffe, ils faisaient des burgers comme ça. Et on était juste Philippe et moi, avec zéro fan de catch autour, français ou étranger, rien du tout. C'était un bar de la Nouvelle-Orléans, mais en plus pas du tout le bar attractif, tu vois, c'était un genre, une sorte de caveau, même si c'était pas en sous-sol, mais très sombre. Il y avait de la musique super forte, une américaine qui hurlait, Chéro il n'en pouvait plus, il a dit, si elle continue, enfin encore 5 minutes et je me retourne et je lui dis quelque chose quoi. Et je me disais non, parce qu'elle était pas toute seule et ils étaient pas tous sobres. Donc je me disais si un Français et Chéro en plus avec son anglais parfois approximatif tente une vanne genre tu vois. On sait jamais. On n'entend plus la musique, mais parce que les vannes de Chéro parfois elles tombent à plat parce que il essaye de traduire dans sa tête quelque chose qui est à peu près amusant en français, hein, à peu près, mais ça l'est pas forcément en anglais, parce qu'il a pas il n'est pas de cette génération comme toi et moi en fait qui avons grandi avec la VOST. Donc les comédies américaines, les Friends et toutes ces séries humoristiques, il les a pas forcément connues en VOST, enfin même s'il a vécu, on le sait, dans les îles et il avait les télés américaines, mais enfin voilà, il n'a pas forcément ce réflexe humoristique en anglais, donc parfois ça tombe un peu à plat. Bref, bon, on s'est pas battu, mais voilà, ça a été une soirée assez... Enfin, c'était cool parce qu'en vrai, c'est rare quand même qu'on mange tous les deux avec Philippe. Tu vois, ça nous arrive pas souvent finalement, parce qu'on se voit principalement pour travailler. Donc là, de finir WrestleMania ensemble, on a pris, moi j'ai bu deux bières, un burger, voilà. Moi, il y avait trop de bruit. Quand tu sors de WrestleMania en plus, 6 heures de casque sur les oreilles, à fond, le stade et tout, tu préfères peut-être un truc un peu plus... Enfin, moins bruyant, mais il n'y a pas le choix. C'est tout la folie, le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, on croit que tout est ouvert 24/24, que... mais en fait, dans ces villes-là, il y a tellement de monde. En plus, la Nouvelle-Orléans, bah, c'est touristique en plus d'être la ville de WrestleMania. Donc, tu as les fans de catch, mais tu as également tous les touristes habituels. Et en fait, non, c'est blindé. Enfin, voilà. Je vous raconterai d'autres anecdotes, notamment à Phoenix, dans l'Arizona, où là, c'est vraiment la tristesse totale, quoi. Ouais, mais je me rappelle qu'après, je sais plus si c'était ce soir-là, mais je crois qu'avec Yann, on a galéré également pour trouver à manger, et on a fini au McDo. Ah oui, mais tu vas après, on est encore, vous êtes aussi, vous êtes vieux aussi maintenant, mais tu vois, t'as pas envie après un WrestleMania de finir au McDo. Non, j'avoue en plus, t'as envie de trouver un petit peu autre ouais, chose, t'as mais envie de te poser, mais d'être c'est vrai qu'il servi, n'y a mais pas là on s'est énormément de retrouvé au choses bar d'un ouvertes. bar. Ouais. Bon, en tout cas, très bon WrestleMania. On enchaîne le lendemain. On va parler de Raw et de SmackDown, donc post-WrestleMania, parce qu'il va se passer pas mal de choses. Et derrière, ça va nous mener vers... Est-ce que tu te rappelles quel est le prochain grand show après WrestleMania 34 ? Je l'ai vu sur ton... Tu l'as vu, il a vu. On va en Arabie Saoudite, mesdames et messieurs, un peu plus tard, lors de cette émission. D'abord, parlons de quelques faits marquants post-Raw. Donc, tu étais présent à Raw ? Non, j'ai fait la queue, je suis rentré dans la salle. Bah oui, on y allait ensemble. Et au bout d'une demi-heure, j'avais trop froid, je suis parti. C'est vrai. Parce que, non, ouais, moi je supporte pas... On y allait ensemble, je qu'il mettrai quelques images, plein de personnes qui ont reconnu Christophe sur le chemin, je sais pas si tu te rappelles. Ah non. Des fans étrangers qui étaient « Oh, le commentateur français, des photos, etc. » Donc on a tout filmé, vous allez voir. Et c'est vrai qu'on avait fait la queue ensemble et qu'à un moment, je crois qu'Yann t'a écrit et tu lui as dit « Ouais, non, je suis rentré, ça va saouler. » Mais bon, je comprends, ça fait vraiment le connard privilégié, quoi. Mais
Mais c'est vrai que dehors, il fait 50 degrés et dans la salle, il fait 12. Et moi, je suis extrêmement... je l'étais pas plus jeune, mais là, j'ai dents. Comment on dit d'ailleurs? Je suis... Frileux. Frileux, exactement. Je suis frileux. Et merde, non. Et la fatigue aussi... Enfin, et le changement climatique. En fait, moi, le truc aussi, c'est que je tombe malade très vite dans ce genre de conneries. Et qu'après, ça me pourrit la vie. Parce que si j'ai mal à la gorge et tout le bordel, c'est d'autant plus dur. Après, ça va. Je sais bien, hein, la vie n'est pas si dure que ça, mais bon, je fais les choix, et ce jour-là, je fais merde, je rentre à la maison, il fait trop froid maintenant, il y en a marre. Alain, il serait pas rentré, lui. Ah mais Alain, il est pas rentré, il avait pas de ticket Alain. Oh, c'est pas... Donc remémorons-nous C'était presque bien sorti. remémorons-nous quelques moments de Raw et de SmackDown. Ouais, rappelle-moi, parce que j'étais pas là. Là, on avait Stephanie McMahon qui va faire un petit speech où, malgré sa défaite à WrestleMania 34, elle essaie tout de même de se mettre en avant en disant qu'elle était sûre qu'elle allait avoir un grand match et que leur prestation allait être phénoménale, etc. Elle s'est faite interrompre par Ronda Rousey qui lui a porté un nouvel armbar à ce moment-là dans le ring. Donc la rivalité, on va dire, continuait. C'était surtout pour établir vraiment Ronda Rousey en mode, allez, je te casse le bras une seconde fois, comme ça maintenant tu pars. Et Ronda Rousey derrière va pouvoir se tourner vers des choses plus sérieuses. Ses premières petites rivalités et ensuite donc derrière le titre. On va parler d'une autre catcheuse ce soir-là qui nous fait un speech d'un coup comme ça dans le ring. Ça sort de nulle part. C'est Paige. Paige qui nous annonce Bon, elle sa était absente retraite. déjà. Elle avait plus catché à ce moment-là depuis décembre. Voilà. Je vais refaire vite fait la timeline. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Pour info, vous tapez Paige Sasha Banks sur YouTube et vous la retrouverez facilement. Lors d'un house show, un live event en décembre 2017. Est-ce que j'ai la date? Le 27. C'était le 27 décembre 2017. Ce qui se passe donc, c'est que... Le lendemain de l'anniversaire de Alain Ichtertz. Au moins Alain talentueux. Vas-y, pardon. Ce qui se passe, c'est que... comment dire? Sasha Banks est dans le coin du ring et Paige est dos à elle. Donc là, Sasha Banks lui met une sorte de saut chassé, on va dire, une sorte de dropkick. Moi je croyais que c'était un coup de pied. C'est les deux pieds, on va dire. En fait, Okay. Elle se tient sur les cordes et donc elle met un double coup de pied, quasi dropkick, on va dire, à Paige. Paige tombe au sol et directement, on voit qu'elle commence à se tenir le bras. Elle se tient un petit peu la nuque. Elle essaye de se relever, mais elle tombe, elle galère. Et donc là, l'arbitre directement lui demande s'il y a un problème. Elle commence à pleurer. Et l'arbitre arrête le match. C'était pour info un 3 contre 3, car à ce moment-là, Paige venait juste de démarrer un nouveau clan, The Absolution, avec Sonya Deville et Mandy Rose qui venaient de passer dans le roster principal. Donc justement, il y avait un petit push à ce moment-là pour ce petit clan. Mais malheureusement, donc là, on a toutes les catcheuses qui sont autour qui s'arrêtent. Et donc le médecin vient s'occuper de Paige. Ça, c'était en décembre. 4 mois plus tard, Paige doit annoncer sa retraite lors de Raw. Et elle fait un beau speech où elle explique que vraiment, et pour la peine, c'est vrai, elle est arrivée très jeune à la WWE. Elle est arrivée très jeune dans le catch même. Je veux dire, la meuf, elle a eu une carrière d'étoile filante, quoi. C'est allé à une vitesse folle. Enfin, vitesse folle non, parce que bon, finalement, ça a pris du temps, parce que à 15 ans, elle était déjà sur tous les rings européens. Elle tournait en équipe avec sa maman, en solo, j'imagine, plus en Angleterre. Mais oui, et puis voilà, 22 ans, 21 ans, championne WWE. de la WWE. Enfin, elle gagne le titre des divas de très jeune, ouais. Quand Jelly. Elle était, elle a commencé au début de sa vingtaine, donc elle a passé en gros sa vie adulte à la WWE, donc elle explique que c'est sa maison, elle ne sait rien faire d'autre, et en tout cas, quoi qu'il arrive, elle restera dans sa maison à la WWE. Donc gros speech, j'avoue que franchement, même Yann, qui est quelqu'un qui va se moquer de tout à tout moment, était quand même en mode c'est touchant. Il l'a connu, on l'a croisé, on l'a côtoyé, on a eu la chance de travailler avec elle et sa mère, donc forcément ça touche plus. Quand tu connais quelqu'un et que tu as vu de l'âge de 15 ans grandir et devenir une star internationale, forcément tu t'es plus touché et impliqué par l'histoire. On va la retrouver dans quelques jours justement lors de SmackDown. On peut citer également à ce moment-là la petite storyline par rapport à Owens et Kevin Owens. Owens et Kevin Owens, ils sont deux. Kevin Owens et Sami Zayn, je rappelle. Ils sont les leaders de ce mouvement si merveilleux. K-E-V-I-N. Merde. S-A-M-I. Kevin et Sami. Kevin et Sami. Kevin et Sami. Kevin et Sami. Marchons main dans la main et haut les cœurs. Yep. Kevin et Sami, donc à ce moment-là, qui ont été... Non, mais il sait pas de quoi on parle. Hein. Non, parce que... Oui, non, mais parce mais que... tu fais ça à la télé. Moi, je regarde pas la cloche, mais toi, tu regardes pas le catch, donc ça va. Tout va bien.
On se regarde pas mutuellement. On ne sait pas qui on est. Je ne sais pas. Mais il est allé chez le coiffeur. Hein. Les gens peut-être ont vu. Je ne le montre pas. Donc, Kevin Owens et Sami Zayn qui ont perdu lors de WrestleMania, du coup, ils sont virés. Oui. Ils viennent à Raw essayer de demander un job au general manager Kurt Angle. Kurt Angle qui se moque un petit peu d'eux, et d'ailleurs, je crois qu'il fait une petite référence à Impact, si je me rappelle bien, en disant ouais, écoutez, au pire, vous pouvez aller chercher un job à Impact ou à la TNA, un truc dans le genre. Je crois qu'il cite, non, c'est ça Il les cite, ouais, ce qui est rare en fait à ce moment-là, donc ça avait marqué les gens, parce que la WWE le fait rarement. Mais est-ce qu'à la même période, il n'y avait pas eu ce petit rapprochement qui fait que la présidente de Impact à l'époque, Dixie Carter, avait participé à une interview justement pour parler de un Kurt DVD Angle, je et crois. tout là. Peut-être. Je sais qu'à un moment il y avait eu quelques petits rapprochements. C'est peut-être pour ça, en tout cas, oui, c'était pas méchant la petite blague. Eux, ça leur fait de la pub en plus. Oui, Donc, oui, bien sûr. C'est génial pour eux d'être cités. Du coup, Kurt Angle leur dit écoutez, vous voulez être embauché, j'ai une place. Vous allez vous affronter ce soir lors de Raw. Et honnêtement, ils ont eu un très très bon match. C'était court, c'était moins de 10 minutes, mais ils y sont allés à fond. Les deux, du coup, je me souviens qu'il y avait une super réaction dans la salle. Par contre, ça s'est terminé en KO à l'extérieur, double count-out, et du coup, personne n'est embauché. Pour vous rassurer, la semaine suivante, Stephanie McMahon va renverser la décision de Kurt Angle, et au final, les deux vont être embauchés à Raw. Stephanie McCount. Ce qui était intéressant aussi, c'était les commentateurs qui, à partir de cette année-là, essayaient vraiment de préciser 20 000 fois durant l'émission que ouais, vous savez, c'est le public post-WrestleMania, donc le public C'est post-WrestleMania. la première fois, c'est vrai que... À partir de cette année, ils le faisaient déjà un petit peu l'année d'avant, mais là, cette année, ils le disent 10 fois lors du show. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans tous les résumés. Et du coup, ils disent vraiment, ouais, donc ce public qui est spécial après WrestleMania, c'est pas trop des locaux, etc. Donc habituellement, ils vont applaudir les méchants et ils vont huer les gentils. Ouais. Alors qu'au final, les différents médias américains disent que si vous regardez bien le Raw post-WrestleMania, le public applaudit tout le monde, sauf Roman Reigns. En fait, c'était ça, la soirée du lendemain de WrestleMania. Pour Roman Reigns, justement, qui pour info va obtenir un rematch lors du prochain pay-per-view Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. Ce qui est précisé également, c'est que les fans n'apprécient pas forcément le fait que Roman Reigns perd totalement clean à WrestleMania, et il a obtenu un rematch sans aucune raison, en fait, le lendemain. Et pour info, Samoa Joe, qui commence à arriver à ce moment-là à nouveau dans la rivalité, il a toujours été un petit peu autour de Roman Reigns, et là il lui dit écoute, occupe-toi de Brock Lesnar, tu vas perdre, et derrière, je m'occuperai à nouveau de toi. On salue Samoa Joe qui est de retour à la WWE. Oui. On salue Breezango, on est désolé. Ouh là là, ouais, non, justement, c'est vrai, ça, on aurait pu commencer par ça aussi. Parce On que est désolé. Parce que même Tino Sabatini, là où je sais plus comment il Tino s'appelle, Sabatelli. on en a parlé la semaine dernière, on n'avait jamais évoqué le nom de ce gars. Et il est encore, et on vérifie, oui, il est encore, et bam, Vince, quoi, il est encore là-bas? Non, attendez les gars, il y a l'autre cloche et Ali de Catch Club qui dit on le vire. Donc on présente d'avance nos excuses pour ceux qui pourraient aujourd'hui être cités. Et Ah non, on va pas parler des autres catcheurs, on va que s'intéresser là vraiment à la carte, mais en plus, c'est Oui, vraiment. Breezango, quand on en a parlé la semaine dernière, c'était vraiment pour souligner à quel point mais je les adore les deux, quoi. C'est un truc oui, de c'est un peu ce malade. qu'on disait, oui. Et puis on se disait, ils sont bien, ils viennent de présenter les 50 meilleurs tag teams. Et non. Je me permets d'en parler parce que j'en ai Non. pas du tout Merci. parlé. Bisous. J'en ai pas du tout parlé sur Catch Club parce que j'ai pas trouvé le sujet particulièrement intéressant, mais peut-être que t'as vu ça. J'imagine que t'as vu ça passer aussi. La scénariste qui. Ah bah oui. On va résumer l'histoire, mais c'est pas très bien joué quand même de sa part, non? Non, effectivement. Après, je ne sais pas non plus pourquoi la WWE réagit de cette manière. Alors, pour résumer la situation, il s'agit d'une jeune femme visiblement comédienne, comédienne en américain, je crois que c'est une humoriste pour la version française, et à la fois auteur ou autrice. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la version féminine, pardon. Mais donc elle écrit pour des humoristes, pour des séries télé, et elle a été engagée par la WWE. Et elle fait une interview dans un podcast quelconque. Enfin, je sais pas s'il est très célèbre ce podcast, Asian Not Asian. Oui, je sais pas non plus, c'est le nom connu. du podcast. Et le présentateur lui dit alors, t'as vendu ton abo diable, t'as signé à la WWE. Et elle fait un peu, ah oui, ouais, c'est vrai que j'ai signé à la WWE. Je vais bientôt devoir commencer à Raw. Alors j'avoue, je connais pas du tout le truc. Je sais vite fait que l'année dernière, l'un des champions de Raw, c'était Bobby Ashley ou Lashley. Je sais plus, il est avec le Hurt Business. Visiblement, c'est des blacks qui s'habillent bien, ils sont cool. Voilà. Ouais. Et ça a fait grand bruit dans le monde du catch, notamment aux États-Unis. Tous les sites de news américains ont ressorti, les forums de fans américains en ont parlé pendant de longues heures.
Et quelques jours plus tard, la WWE l'a renvoyé, vraisemblablement à cause de cette entrevue, pour avoir ouvertement dit qu'elle n'y connaissait rien. Mais il me semble que la WWE, dans ses recherches d'emploi, pour avoir déjà regardé, non pas parce que je vais postuler, parce que ils recherchent en général des gens qui ont une expérience d'écriture de 5 à 10 ans en télévision, mais en général, il y a précisé que ce n'est pas obligé de connaître le produit. J'allais dire, j'ai jamais regardé non plus les annonces, mais il me semble avoir déjà lu sur la plupart des sites américains qui republient parfois les annonces que c'est bien précisé que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément des connaissances en catch. Par contre, le problème c'est que même si vous n'en avez pas, et que vous n'êtes pas par exemple des fans de 20 ans ou de 30 ans, etc., une fois que vous êtes embauché, connaissez le produit, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Je veux dire, tu peux pas aller dans une émission, dire que tu travailles pour un grand groupe et dire que tu mal prononcer le nom du champion du monde. Elle s'est permis de dire ouais comme tu as dit Bobby Ashley ou peut-être que c'est là je sais plus quoi, et il y a pareil avec un autre catcheur où elle s'est trompée. Enfin, c'est juste bête en fait de faire ça quand tu travailles pour quelqu'un. Disons qu'elle a fait, elle en a parlé comme effectivement, comme d'une part c'était honteux d'avoir signé avec la WWE, et d'autre part comme si vraiment elle s'en tamponnait totalement et que elle avait pris ça parce qu'il faut bouffer. Comme en France, vous entendez toujours les comédiens, ouais, j'ai fait de la pub, il faut bien payer les impôts. Mais je pense que quand ils étaient sur le tournage de leur publicité, ils faisaient pas les malins, genre j'en ai rien à foutre d'être là. Ça, c'est juste pour se donner une constance. Comment oui, je dis ce que vous voulez. Oui, oui voilà, oui, très bien. Je peux aller encaisser le chèque avant le tournage, vite fait. Je reviens. Non, puis, honnêtement, je pense aux autres scénaristes et c'est dommage pour eux parce que forcément, après, les fans vont dire bah oui, regarde, si tous les scénaristes sont comme ça, c'est sûr que le produit il est comme ça. Alors que je suis persuadé que non, tous les scénaristes sont pas comme ça, bien entendu, et que vous en avez énormément qui sont des pros, ou alors qui sont pas forcément des pros, mais qui sont devenus des pros du catch, mais forcément, ça donnait pas une très bonne image, on va dire, des scénaristes. Bon, voilà, c'était juste pour citer cette petite info. On continue. Au niveau des news, on peut citer Ember Moon, qui passe dans le roster principal à ce moment-là. Elle démarre lors de Raw, elle fait équipe avec Nia Jax, elle bat l'équipe Alexa Bliss, Mickie James. Énorme réaction pour l'Eclipse, parce qu'encore une fois, pas beaucoup de monde qui a regardé NXT, j'imagine. Oui, donc ils grave. découvrent l'Eclipse. Impressionnante. Et franchement, moi j'étais très très enthousiaste et beaucoup d'optimisme quant à la carrière d'Ember Moon. Bon, malheureusement, il y a eu cette terrible blessure qui l'a éloigné des rings pendant un an. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver. Pourtant, ce qui peut être intéressant chez elle, c'est qu'elle est vraiment différente. Elle ressemble en rien à aucune autre superstar. On peut dire ça de plein de jeunes femmes aujourd'hui en plus. Hein, c'est vrai, Shayna Baszler est totalement unique, Rhea Ripley aussi. Oui, après, mais bon, y en a d'autres si tu mets Mandy Rose, Dana Brooke et Lana à côté, par exemple, c'est ça. Lana n'est plus là. Tu peux retrouver une certaine ressemblance. Oui, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Mais c'est vrai, Ember Moon, elle a pas le physique entre guillemets de bimbo. Elle est pourtant très athlétique, très agile. Elle est capable de manœuvres aériennes totalement uniques. Donc c'est vrai que je regrette qu'elle n'ait pas pu trouver plus sa place, quoi. Parce qu'elle a vraiment en plus tout ce personnage derrière avec le phénomène au féminin, comme je l'appelais, The Shinam, pour l'anglais, voilà, oui, the Goddess of War. Enfin, il y avait tout cet univers autour d'elle qui aurait pu lui permettre, je pensais, de réussir bien mieux que ça. Sa blessure lui aura fait énormément de mal. Donc pour info, on rappelle, en 2019, en fait, elle se blesse, rupture du tendon d'Achille, en courant derrière le titre 24/7. C'est ça ce qui est le plus horrible. Ah ouais, ça je savais même pas. C'est que la blessure est arrivée lors d'un segment où tout le monde court derrière le titre 24/7. Et à ce moment-là, c'était une période où même les catcheuses couraient derrière et une ou deux catcheuses avaient remporté le titre. Et c'est lors d'un segment comme ça où elle tape une accélération et d'un coup, bim, ça pète. Et sa blessure c'était pas juste la simple rupture de tendon d'Achille, parce qu'il y a des niveaux de gravité, bien entendu, dans ce genre. On n'est pas médecin, moi je vais pas vous donner plus de détails. Et puis après, j'imagine qu'il y a des corps qui réagissent différemment. C'est ça. Edge, on s'en souvient, était revenu très vite. Il y a des footballeurs, pareil, ça leur prend un an pour revenir. Et justement, elle avait comparé ça à différents footballeurs, parce que c'est une blessure qui arrive beaucoup, on va dire, dans le football. Et elle avait expliqué que ses médecins lui avaient dit que ce genre de blessure en précis, il l'avait vu peut-être 1 ou 2 fois en 20 ans. Et que tu mettais 2 ans pour revenir quasiment, et c'est ce qui lui a pris quasiment 2 ans, 1 an et demi, pour pouvoir revenir. Du côté de NXT, au cas où vous ne regardez pas NXT, sachez que maintenant vous pouvez voir Ember Moon là-bas tous les mardis soirs aux États-Unis. En équipe avec Shotzi Blackheart. Exact. Très bonne équipe. On passe également très rapidement sur SmackDown pour parler d'un autre début dans le roster principal, les Iconics.
les Iconics, qui font des gros débuts à ce moment-là à SmackDown, détestables au micro, mais tellement en même temps divertissantes, personnellement, je Bah, trouvais. c'est pareil, ça fait partie de ces jeunes femmes. Bon, elles ont un peu plus, et même carrément le look femme fatale, hein, Mhm. pour changer un petit peu de vocabulaire. Mais elles sont uniques dans le sens où elles sont, oui, comme tu dis, détestables. Et c'est plaisant, ça me rappelait ma doudou, Vicky Guerrero. Euh, je dis son nom bas pour pas les réveiller avec leur nouveau chouchou. Mais donc, ouais, non, c'est pareil, c'est dommage. Alors, c'était pas les meilleures catcheuses du monde, clairement, et leurs promos étaient parfois vraiment chiantes, mais c'était leur rôle. Et je suis surpris vraiment que. Ils auraient pas dû les séparer. Ils Ouais. auraient pas dû les Ils auraient pas dû séparer. les séparer. Je veux dire, qu'est-ce que ça gênait qui? C'est dingue ça. Quand t'as une division par équipe que tu viens de lancer, enfin des titres par équipe féminin que tu viens de lancer, c'est bien de garder une vraie équipe un peu qui marche bien et qui coûte pas cher. Elle devait pas coûter très cher, ces deux catcheuses en plus. Je veux Coûtait dire. pas cher. Non, Regarde, mais t'as bon. vu comme elles sont minces, elles doivent Ah, pas manger non, grand mais chose à la Je veux cantine. dire, comme on sait que voilà, ces coupures budgétaires, etc., on en avait parlé, Strowman, contrat à plus d'1 million annuel de base, on peut comprendre, il coûte cher. Voilà, bah maintenant vous avez à peu près l'idée de mon contrat à moi, hein, puisque je suis toujours sous contrat. Je veux dire, le jour où ils me virent moi, c'est que vraiment ils ont plus une thune. Mais Parce que, voilà, franchement, les ouais. Iconics, elles sont pas à plus d'1 million, elles travaillaient bien, elles devaient quand même vendre un petit peu de merch et tout, elles avaient des fans, elles ont clairement des fans en ligne, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, on leur souhaite bien entendu le meilleur. Là, elles avaient fait un beau début et directement face à la championne, face à Charlotte Flair, pour montrer un petit peu que elles viennent pas en bas de la division, même si c'est une équipe, elles viennent tchatcher contre la championne. Oui, une tchatché. Elles viennent tchatcher. Elles attaquent derrière la championne de la Marave. Et, Je lâche des mots que j'utilise jamais. et, Et derrière, et, on a Carmella qui encaisse la mallette Money in the Bank pour devenir championne de SmackDown. Franchement, pourquoi tu cries? je sais pas. Ah bon. Parce que je parlais très bas et je me suis dit on va m'engueuler. SmackDown. SmackDown. Mais ouais. Carmella qui était bien pushée à ce moment-là et qui franchement, moi je l'aimais bien. En tant que heel à SmackDown, je trouve qu'elle était pas mal. Oui, dans bah comme t'es le fan numéro 1 déjà. J'attends toujours ça. 3 épisodes sur James Ellsworth, ça a été les années sombres de la cloche, hein. Non, mais... Je veux dire, quand on reviendra sur les années cloches, hein, quand on fera, je sais pas moi, la sirène, où on refera tous les épisodes de la cloche un par un, parce que c'est le nouveau truc aussi, hein. Je vois que le joueur du grenier, par exemple, sur Twitch, fait ça, il refait chacun de ses épisodes en les Ouais. regardant et en donnant les coulisses. Bah, nous, on refera les coulisses. Alors, je vous expliquerai comment Ali me disait, ouais, viens à midi, puis en fait, il me disait, non, viens à 13h. Puis en fait, Ça c'est j'arrivais à l'épisode où 13h30. Christophe a chopé le Covid. Voilà, ouais, ça c'est l'épisode où Christophe est mort, hein. Ah tiens, et l'épisode où on l'a remplacé par Alain Mistrangelo. Bon, ça n'a duré que 2 épisodes parce qu'après il n'y avait plus de viewers. Non, en plus je sais pas pourquoi, je l'adore. Mais ça m'a surpris ça m'a surpris qu'il parle de moi à l'antenne. Je me dis, bon, ils sont sympas, Toonami, en plus ils l'ont rediffusé sur Twitter. Enfin, je veux dire, bon, Attention. moi je ne prendrais pas l'antenne d'AB1 en otage, hein. Il va y avoir un combat, ça va se régler tout seul. Ah bah, il me battrait sans aucun problème, hein. Non, mais si, il n'y a aucun problème. Mais on t'entraînera si. Ou on te donnera une arme. Ah oui, Je sais pas, tu vois. oui, mais même armé, il me bat. Essayer de égaliser la chose. Donc, on passe au prochain grand show. On va en profiter un petit peu pour expliquer quelques petits détails, on va dire, par rapport à cette arrivée de la WWE en Arabie Saoudite. Et également. Non, mais je sais pas, hein, il y a un goût de fer. Tu fais tremper des clés dedans, comment ça se passe? C'est de l'eau toute nouvelle, toute fraîche. Toute nouvelle. Oui, mais la bouteille ne l'est pas. On s'intéresse donc au Greatest Royal Rumble qui va avoir lieu le 27 avril en Arabie Saoudite, quasiment 20 jours, jour pour jour après WrestleMania justement 34. Le deal en Arabie Saoudite, à ce moment-là, en fait, la WWE annonce, quelques semaines auparavant, qu'elle a signé un contrat de 10 ans 10 ans avec le gouvernement Le saoudien gouvernement, ça. directement Direct. pour proposer des événements en Arabie Saoudite. Il faut savoir que tout ça vient d'un mouvement de la part du pays, c'est pas juste le catch. Oui, ça vraiment. fait quelques années en tout cas qu'en Arabie Saoudite actuellement ils essaient un petit peu d'ouvrir le pays vers l'extérieur. Comme C'est le Qatar, qui je pense a été un des premiers pays de cette région, parce que j'ai toujours un doute. Et alors vous savez, lui, il connaît même pas les pays frontaliers de son propre pays d'origine, donc bon, bonjour la France. Enfin si, voilà, il sait la France, le Luxembourg, France, la je Suisse, tout connais. ça, vite fait quoi. Non mais donc, oui, voilà, le Qatar et la Coupe du Monde, Qatar. Mais qu'est-ce qui depuis, il y a l'Arabie Saoudite, il y a d'autres... il y a
Dubaï maintenant. Oui, Qui est une bon, ville-État, là-bas, c'est où- sûr. Oui, mais c'était pas le cas il y a quelques années. Mhm. Dubaï qui s'est vraiment développé mondialement. Bah, c'est-à-dire que beaucoup de ces pays, alors certes un peut-être que je viens de citer n'en fait pas partie parce que j'ai toujours un doute, mais beaucoup de ces pays, l'Arabie Saoudite en tout cas, vivaient grâce au pétrole. Et avec l'épuisement un jour peut-être du pétrole, la baisse des prix, pas forcément chez nous en France parce qu'on a les taxes, mais ont eu la présence d'esprit de se diversifier pour voilà, économiquement gagner C'est de ça. l'argent autrement que par le pétrole. Alors par exemple Dubaï, je suis pas sûr que Dubaï par exemple ait eu du pétrole. Ça fait peut-être partie justement de ces endroits où il y en a pas, et eux ils ont tout de suite dû se faire des trucs ouf quoi, des grandes tours, des polders et... Mais forcément, en gros, c'est un petit peu une question. On va pas faire de la géopolitique, là, Non, on va parce que dire. vous avez bien compris qu'on est assez merdique, Mais hein, surtout. en gros, c'est une question, on va dire, d'image en économie. Là, tu as un gouvernement qui est très mal vu par les autres pays à travers la planète. Certains pays même qui refusent totalement d'avoir des activités commerciales avec l'Arabie Saoudite. Donc forcément, en fait, ils ont essayé un petit peu d'évoluer, on va dire, et surtout de montrer ça au monde ces dernières années. Donc comment tu le montres? T'invites plein d'entreprises étrangères à faire leur show en Arabie Saoudite. Il y a du catch, il y a beaucoup de concerts, Oui, beaucoup voilà. de concerts Tu ces dernières t'ouvres années, culturellement beaucoup pour d'artistes. montrer que le public, le pays n'est pas aussi fermé qu'on pourrait le craindre. Et il faut le savoir aussi, enfin moi ça me faisait marrer sur internet où tous les haters de la WWE disaient ah, c'est une honte et tout. Après, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais sachez quand même que notre pays, nous, la France, travaille avec l'Arabie Saoudite et a des échanges commerciaux avec le pays, quoi. Donc sachez qu'il n'y a pas que la WWE. Après, je peux tout à fait comprendre qu'on trouve ça honteux au vu de ce qui se passe parfois dans la vie quotidienne de ces pays. Donc ça, je laisse chacun... Nous, on avoir va l'avis. s'intéresser au catch. Il y a eu les Vaut événements mieux, catch, vaut on est mieux. obligé de les couvrir, voilà, parce que la WWE était là-bas. Bah, surtout qu'en plus, vu l'argent distribué, bah, moi je l'avais dit ça un jour, dans les années 80 en France, on disait on n'a pas d'idées, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était un slogan parce que c'était l'avènement des pays vendeurs de pétrole dans les années 80, un moment où il y a eu une crise, les prix sont montés et ils se sont beaucoup enrichis. Donc il y avait une campagne de publicité en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et puis moi j'avais dit, souvenez-vous de cette campagne, et avec le recul, on se rend compte qu'il valait mieux avoir du pétrole. Parce que les idées, voilà, hein, on attend toujours, nous, notre Greatest Royal Rumble à la U Arena au Stade de France. Ah oui, non, là, en gros, en fait, vu que l'Arabie Saoudite paye très cher pour ses shows, il faut savoir que parfois certaines personnes nous disent « Ah, mais comment est-ce que vous pouvez commenter les résultats de la WWE? On ne sait pas ce qu'ils gagnent, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. » La WWE est une entreprise... comment dire, cotée en bourse, ce qui fait que tous les rapports financiers de la WWE sont publiés trimestre après trimestre. Donc tout, en fait, vous pouvez le consulter directement sur le site corporate WWE. Oui. Il y a tous les chiffres. Du coup, en fait, on a carrément pu voir, à partir de cette année, grâce aux différents rapports justement de la WWE, qu'ils gagnaient en moyenne 50 à 60 millions de dollars par show en Arabie Saoudite. Donc pour une soirée, mesdames et messieurs, c'est vraiment un très très beau chèque. Mais justement, du coup, derrière, ça Et permet... pour ce prix-là, vous pouvez faire revenir à la vie des Yokozuna, J'allais le des dire. Ultimate Warrior, enfin... Du coup, en fait, l'Arabie Saoudite se permet d'avoir quelques petites demandes, si possible, lors du show. Ils veulent de très grosses stars et ils aiment les anciennes stars parce qu'eux, ils sont très très catch rétro, apparemment en Arabie Saoudite. Donc, justement, pour ce show, ils avaient demandé des Yokozuna, des Ultimate Warrior, des personnes qui, malheureusement, mesdames et messieurs, sont décédées. Oui, alors tu dis ça comme si les gens allaient la prendre. Je pense que Bah nos- oui, vous êtes au nos courant. camarades hein. sont quand même à peu près au courant. Mais les Après, si Saoudiens vous ne êtes l'étaient saoudien, pas. voilà, si vous êtes saoudien et vous n'êtes... Spoiler. On aurait dû le dire avant, d'ailleurs. Spoiler, ils sont pas là. Spoiler, ils sont pas là. Mais par contre, voilà, en tout cas, ils veulent des big shows. Donc, il y aura justement, à chaque fois qu'ils vont là-bas, il y aura quelque chose de grand. Il y aura des tournois. La Greatest Royal Rumble, ça va être le plus grand Royal Rumble de l'histoire de la fédération. 50 catcheurs. On en avait déjà eu un avec 40 aux États-Unis. Mais là, Oui, donc. qui était déjà nul, Il était déjà nul, remporté par Alberto Del Rio. qui était lui aussi nul. Là, on va avoir 50 catcheurs. Du coup, imaginez-vous, enfin, il va y avoir beaucoup. Il y a des personnes qu'on connaîtra même pas. Il y a des personnes où on est en direct à la télé et tu tapes le nom sur Wikipédia et il y a zéro truc qui sort, quoi. Oh putain. Et là, tu te dis, mais comment on va faire? Je me souviens plus d'ailleurs, je me souviens plus qui, parce que depuis ils sont peut-être un peu connus. En tout cas, quelques autres petites précisions par rapport au show en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite demande tous les big names. Du coup, pour le premier, il y a John Cena,
Et l'opener, justement, c'est John Cena contre Triple H. Méga match pour commencer la soirée. L'Arabie Saoudite voulait également The Undertaker, donc forcément, Taker va avoir un match. Taker va avoir un casquette match. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, Oui. le match est censé être The Undertaker contre Chris Jericho. Sauf que, au bout de quelques jours, la WWE décide au final de modifier ce match et d'en faire un Undertaker contre Rusev. Et certains d'entre vous ont sûrement écouté des interviews de Jericho. Jericho a déjà expliqué en gros ce qui s'est passé. C'est que quelques mois auparavant, en janvier, là on est en avril 2018, en janvier 2018, Jericho participe à Wrestle Kingdom, il a son fameux match face à Kenny Omega. Le WrestleMania de la New Japan Pro Wrestling, pour ceux qui ne sauraient pas. Exact. À la base, Jericho était pas vraiment censé catcher plusieurs fois à la New Japan. Ce n'était pas sûr en tout cas. Sauf qu'il s'est beaucoup plu lors de son passage là-bas. Son match, tout le monde a vraiment adoré son match face à Kenny Omega. Et le lendemain, parce qu'il y a toujours un show également le lendemain de Wrestle Kingdom pour lancer les nouvelles rivalités, vu que Wrestle Kingdom est la fin de l'année, le lendemain il a attaqué Tetsuya Naito pour au cas où justement semer quelques graines si jamais il revient à la New Japan. Et quand Vince a booké ce match, Jericho a justement prévenu Vince, écoute, je vais sûrement retourner à la New Japan, je vais avoir un match avec Naito, etc. Il va y avoir une rivalité, et même peut-être contre un ou deux autres combattants. Et là, au final, Vince McMahon, il a modifié le match, il a pas trop aimé, donc Jericho l'a rappelé, qu'est-ce qui se passe ? Et Jericho explique que Vince a fait passer ça, encore une fois, sur le gouvernement saoudien. En disant, oui, non, mais les Saoudiens, au final, apparemment, ils préféraient Rusev, donc bon, voilà, tu m'excuseras, on te mettra dans la bataille royale. Jericho explique, il fait, bon, au final, j'ai été payé, je crois, un truc dans les $100,000, peut-être, pour 5 minutes dans une bataille royale, quoi. Donc bon, je vais pas me plaindre, mais... Ça aussi, c'est un sujet qu'on peut peut-être aborder. Après, évidemment, tous les avis sont défendables, je dirais. Mais on peut critiquer les superstars qui y vont. Mais posons-nous la question. Hein, est-ce que si on nous dit, tu vas de l'autre côté de la Terre, on te file 2 millions, est-ce qu'on est très regardant ? Ce qui me fait, moi, un peu marrer, c'est que, je pense que vous l'avoir dit dans la cloche, Goldberg, par exemple, n'était pas venu au pay-per-view exclusif en Allemagne, dans lequel Philippe Chéreau et moi étions dans les vestiaires. On avait interviewé Ric Flair, Booker T, c'était au tout début de la cloche, où je vous ai raconté ce voyage. C'était un pay-per-view WCW que pour l'Allemagne. Goldberg n'y était pas allé parce que c'était l'Allemagne. Et que Goldberg est de confession juive. Donc, non, c'est l'Allemagne, j'y vais pas. Ah, c'est dommage, oui. Cependant, visiblement, quelques longues années plus tard, alors la paye était sans doute pas la même Oui. pour ce pay-per-view exclusif en Allemagne. Mais ça ne l'a pas dérangé d'aller en Arabie Saoudite, lui étant toujours de confession juive. Et je ne sais pas si Israël, par exemple, et l'Arabie Saoudite sont très potes ou... Bon, Je ne sais pas non plus. Je suis je sais pas du tout. pas trop, mais... J'imagine pas, oui, mais... Mais voilà, en tout cas... Puis surtout Comme l'Allemagne, quoi- c'est pas comme si l'Allemagne d'aujourd'hui, c'était l'Allemagne d'il y a 60-70 ans, mesdames et c'est messieurs. ce qu'on s'était C'est pas... un tout petit... Le pays a changé quand même, quoi. Oui, oui, beaucoup. Oui, bah oui, je veux Regarde, dire, ça doit- on ne sait plus du tout ça. Non, mais avec Philippe, on avait quand même un petit peu trouvé ça ridicule, parce que évidemment que l'histoire de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale est horrible et qu'elle a dû laisser une trace indélébile Oui, c'est sûr. dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est surprenant qu'en 2001, tu trouves ça comme excuse pour pas venir. Bon. Mais Après, t'as des mecs comme JBL qui vont faire des live events là-bas et qui font des saluts nazis. T'as les opposés, tu vois. oui, mais bon, c'est pareil. Ouais. Mais JBL n'est pas du tout comme ça. Je défends toujours JBL parce que vraiment, pour l'avoir côtoyé, On l'adore. c'est devenu... Moi, je l'apprécie. C'est devenu un mec bien. Je dis pas que ça n'a pas été un connard quand il était dans les vestiaires en tant que catcheur et qu'il harcelait les autres, sans doute. Je vais le défendre là pour la peine. Je pense qu'en tant qu'Américain, il a pas compris la gravité de son geste parce qu'il est pas en Europe. Non, et puis, et qu'il sait pas que c'est interdit légalement. Et à mon avis, quoi. si, il le faisait avant. Oui, pour vraiment il de Non, ouf. mais il le faisait pour les shows avec Otto Vance, Ok, la légende allemande. ok, ouais. Mais c'était des shows. Des Bon, il y avait des milliers de personnes, mais t'avais pas toute la presse qui était les yeux rivés dessus, quoi. C'est évidemment de la cheap hit. Oui, c'est vrai qu'en plus il connaît l'Allemagne quand même, JBL. Donc, Bah oui, il a vécu là-bas pendant de longues années. Il sait forcément que c'est de la cheap hit, mais il s'attendait évidemment pas. Avec la WWE, ça prend tout de suite une autre proportion. C'est comme Laroufa, quand il est venu à Souffel, il a dit ouais, les Alsaciens, de toute façon, vous êtes des Allemands, on le sait, vous avez couché avec les Allemands et tout. Et ça a fait quand même un petit scandale local. Oh là là, Oh. qu'est-ce qu'il a dit là Oui, parce que voilà, on est prêt à tout entendre, mais c'est une partie de notre histoire, vu qu'on a été envahi. On n'a pas gardé évidemment un bon souvenir. Hein. Moi, mes deux grands-pères ont changé plusieurs fois de nationalité à cause de ça.
l'un d'eux a été malgré nous, c'est-à-dire qu'il a été obligé d'intégrer l'armée allemande à un moment. Enfin, bon, bref, ça reste des plaies ouvertes dans les esprits des gens. Donc je comprends aussi pourquoi Goldberg dit ok, je vais pas en Allemagne, même si ça paraît un peu stupide quand on est en Europe. On sait que l'Allemagne n'a plus rien à voir. C'est sûr. Finalement, il est allé en Arabie Saoudite. Donc moi, je comprends que toutes les autres superstars, je sais qu'elles sont très critiquées. Et je comprends aussi, et j'applaudis des 8 mains, Daniel Bryan qui n'y va pas. Daniel Bryan, il dit non, je m'en fous. qui n'y va Fais-moi pas. 5 millions, non, je m'en fous, j'y vais pas. La classe, là je dis grande classe quoi. Sami Zayn. Sami Parce Zayn, que ouais. Sami Zayn, en plus, ça a vraiment été le cas à ce moment-là. Lui, tout le monde en parlait parce que Sami Zayn, je rappelle, est d'origine syrienne. Et donc, d'un côté, il voulait pas y aller, mais d'un autre côté, apparemment, c'est également le gouvernement saoudien qui n'était pas trop ouvert à accueillir Zayn parce qu'apparemment, encore une fois, je connais pas les conflits qu'il y a de manière locale, mais apparemment, Arabie Saoudite, Syrie, c'est tendu. Donc voilà, Sami Zayn, pareil, il voulait pas y aller. Enfin. Il y a quelques catcheurs qui m'ont expliqué qu'ils voulaient pas y aller pour différentes raisons, notamment le traitement des femmes. Et ça, pareil, je le cite parce que honnêtement, dans tous les articles que j'ai lus ce matin, ce sont les thèmes qui étaient abordés en 2018 quand la WWE allait là-bas. Le traitement des femmes est une question qui est beaucoup revenue et qu'on a beaucoup posée à Triple H parce que vous êtes en pleine révolution féminine et vous allez en Arabie Ah oui, le Saoudite. timing. Ou mais pour c'est- info, du coup, lors de ce premier show, aucune catcheuse n'aura le droit de participer au show. Et c'était pas très bien vu, mais Triple H précisait lors de toutes les interviews, vous savez, c'est pas parce qu'on ne comprend pas une culture locale qu'on doit la rejeter, et surtout, ce qu'il précisait, c'est que dans nos discussions, le but, c'est de faire avancer les choses. Et là, pour la peine, il mentait pas. Et oui, là, ils sont effectivement arrivés à faire avancer doucement, mais oui. Et après, c'est aussi vrai, il faut parfois savoir faire preuve d'ouverture d'esprit. On n'aime pas que les gens, justement, du Moyen-Orient nous jugent par rapport à notre société qui est très décadente. Elle peut ou elle ne peut l'être, ça je ne rentrerai pas dans le détail, mais bref, souvent vu comme ça. Mais en même temps, il faut aussi être un minimum ouvert d'esprit par rapport à d'autres sociétés. Les gens vivent là-bas et tout le monde n'est pas forcément malheureux de vivre comme ils vivent. On a l'impression que nous, on est la meilleure manière de vivre du monde, mais eux ont l'impression d'être la meilleure. Enfin, je ne sais plus quelle phrase militaire dit. C'était dans un film. L'ennemi, c'est l'autre, mais pour l'autre, l'ennemi, c'est nous. Mhm. Enfin voilà, hein, Christophe Ajus, zéro pointé en philo et en géopolitique. Revenons donc, le show démarre avec là on est sur un très très gros match, un des matchs les plus gros que la fédération peut proposer. John Cena contre Triple H. Et heureusement, c'est pas le match le plus long de la carte parce qu'il y a le Greatest Royal. Non, mais parce que le Mais Greatest si Royal. tu enlèves la bataille t'imagines- royale. Non, mais t'imagines s'ils avaient fait plus long que le Greatest Royal Rumble 1h20 de Greatest Royal Rumble, Triple H, je m'en fous, on fait 1h30. Rien à foutre. On Je fait suis un sur Iron la Man carte. match d'1h30, 8-4. Non mais Triple H, voilà, qui On finit au tir au but. à ce moment-là ne catch plus beaucoup, hein. Déjà on le rappelle, il faut quand même 3 AA à John Cena pour battre Triple mais c'est H lors de ce Triple H. match. Ouais, c'est Triple H. Et franchement, je me souviens, parce que ce qui est cool avec ces shows par contre, c'est qu'ils ont lieu en fin d'après-midi en France. Oui, Donc tout à fait. ça pour nous c'est Je ne pratique. sais plus quel jour c'était d'ailleurs, parce qu'il y a les shows en Australie qui étaient le vendredi. Ça, c'était vraiment cool, parce que voilà, le vendredi à 18h, Mhm. vous aviez toutes et tous fini les cours. Ça fait partie des meilleures audiences d'AB1, les shows en Australie, forcément, parce qu'encore une fois, 18h, merveilleux, on passe la soirée ensemble, on finit à 23h ou 22h30, enfin, vraiment, C'était tu vois, pratique, des hein. horaires où tout le monde peut regarder, petit comme grand, on peut se poser en famille, on prend l'apéro, on prend le dîner tous ensemble, en plus on avait fêté l'anniversaire de Chéreau devant un show en Australie, enfin c'était vraiment super. Et là, je ne sais plus, je crois que c'était un samedi soir, mais je suis pas sûr. Donc, le 27 avril était donc un vendredi soir, donc effectivement, bah voilà, début de week-end, tranquille. C'était un peu plus tard, je crois, que les shows australiens, mais malgré tout, voilà. on Non, passe, c'était cool, parce que oui, moi je me rappelle que j'avais pu faire un live réaction, je crois, du coup, pendant ces shows, en tout cas en Arabie Saoudite à chaque fois. Mais oui, il y a beaucoup plus de monde qui peut suivre, c'est super. C'est comme là, il y a trop de gens qui sont super heureux que SummerSlam ait lieu un samedi soir. Ah oui, mais bon, après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est la soirée, donc c'est moins handicapant, mais. Et c'est peut-être plus risqué parce que les gens sortent le samedi soir. Les gens d'ailleurs parlent souvent des audiences de SmackDown aux États-Unis en disant que ça peut pas faire des grosses, immenses audiences parce que le vendredi soir est un soir où la télé marche moins bien aux États-Unis parce que c'est le soir où les gens sortent. Après, mine de rien, quand vous regardez les audiences de tous les programmes, je sais que Magnum notamment marche de feu de Dieu. Enfin, je trouve ça dingue quoi.
ça fait des 6 millions de téléspectateurs. Mais Magnum, Magnum, nouvelle version. il y a une nouvelle version, donc je n'étais pas au courant. Là, il y a une nouvelle version de Magnum. Ok. Non, mais je regarde Tank, je sais plus quoi, Shark Tank, qui est cette émission où tu proposes des projets à des gens Oui, en place oui. et tout ça. Fait des audiences aussi dingues, quoi. C'est l'émission qui marche le mieux le vendredi soir. C'est très vrai. surprenant. Ouais. Bon, revenons donc à l'Arabie Saoudite et à ce John Cena qui bat Triple H en environ un quart d'heure de match. Avec un petit John Cena qui fait un speech après le show. On vous adore, on est très heureux d'être ici, et blablabla. Et blablabla. Donc voilà, c'était du Cena ambassadeur, on va dire WWE, typique, très bien joué. J'avais bien aimé, moi, franchement, le début du show. On enchaîne avec un match pour le titre Cruiserweight. Cedric Alexander qui bat Kalisto pour conserver le titre. Et ensuite, on a un match pour les titres par équipe vacant Oui. de Raw. On n'a pas évoqué tout à l'heure. Mais tu l'avais rapidement cité, je crois, la semaine dernière. Oui. Donc Strowman, qui lors du Raw post-WrestleMania, au final, a rendu les titres par équipe vacants avec Nicolas. Parce qu'il explique que Nicolas, il est en troisième et que voilà, c'est compliqué en fait avec son emploi Je du crois temps. pas qu'il soit en troisième. Oui, non, mais oui, il dit oui. Il va pas pouvoir être là demain. Ah bon? Bah, il a école. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et c'est vrai. Et ça avait fait vraiment. C'est bête, hein, mais je crois que c'est l'un des meilleurs dialogues de l'histoire de la carrière de Strowman. Mais vivement la première fédération qui va booker la tag team Strowman-Nicolas autre part. Attention, Oui, ça peut devenir champion C'est par clair, équipe mais est-ce que autre part. papa voudra? Parce qu'il est toujours Bien sous sûr, contrat, papa est à la WWE. Enfin, il est sous contrat. Maintenant, on vient d'en parler. Non, lui en plus, il a des responsabilités et tout. Merci. Tu crois qu'il n'y a pas de job. J'en ai vu partir plein là ces dernières semaines, des amis à C'est vrai, responsabilité c'est à la vrai, WWE. c'est vrai. Donc les titres par équipe de Raw qui sont au final vacants. On a cette nouvelle équipe qui s'est également un petit peu formée lors de WrestleMania avec Oui. Bray Wyatt qui a sauvé Matt Hardy, on le rappelle, lors de la bataille royale André le Géant. Et justement, Bray Wyatt et Matt Hardy à ce moment-là qui remportent le match et les titres par équipe face à Pas du tout de ce Cesaro règne. et Sheamus. Moi un petit peu. Ça m'a pas marqué Ils le plus que perdent ça. contre qui? Contre Ah non, The je me Bar rappelle pas contre qui ils le perdent. Mais l'équipe, je trouvais que l'équipe allait pas forcément très bien ensemble pour la peine. Parce que c'était comme si on prenait deux personnes d'arc et qu'on les mettait ensemble. Le but était d'avoir un match, je pense, au final, avec les deux. J'aime beaucoup les interviews de Hardy cette semaine qui a un petit peu expliqué qu'au final, s'ils sont revenus à cette période à la WWE, il paraît que c'est parce que Vince McMahon n'arrêtait pas d'entendre Delete lors de ses shows et qu'au bout d'un moment, il a demandé à ses officiels, etc. What's this delete shit? Qu'on n'arrête pas d'entendre. Et du coup, les gens lui ont dit, bah c'est Matt Hardy et Jeff Hardy en fait, qui cartonnent actuellement, et c'est à cause de ça que Vince les a re-signés derrière. Et Matt Hardy raconte qu'il a un des plus beaux moments de sa carrière, c'est un jour où Vince lui a dit, écoute, j'ai bloqué 30 minutes, tu viens dans mon bureau, et tu vas m'expliquer ce delete shit. C'est Didi Cheat. Et il dit que expliquer ce délire, où tu dois expliquer que c'est quelqu'un qui prend en fait possession de ton corps, une réincarnation, etc. à Vince McMahon, il fait, j'imagine qu'à regarder, il me dit, il devait se dire, mais qui est con celui-là, c'est pas possible. Bah, Mais- mais constater que non. puisque Bah oui, c'est- je pense que c'est non, le Vince public a pris. devait quand même kiffer parce que Matt Hardy était parti très loin dans ce délire. On enchaîne justement avec l'autre Hardy, Jeff Hardy contre Jinder Mahal. J'ai pas regardé le match parce que, petite info, je suis allé sur le network avant, je l'ai pas trouvé le show. Ah bon? Donc je sais pas s'ils les ont enlevés ou si là peut-être c'est momentané. Ah bon? Mais il y avait que des résumés du Greatest Royal Rumble. Mais là aujourd'hui, au moment où on tourne le jeudi 1er juillet, c'est l'anniversaire de ma maman demain. Le jeudi Heureusement 1er qu'on juillet. tourne. Oui, fallait Sinon, que le c'est voilà. fini quoi. Déjà, il n'y a pas de cadeau. Donc, le show n'était pas disponible, mais si je me rappelle bien, je crois que c'est lors de ce match où il y a un bump horrible de Jeff Hardy qui fait sa corkscrew moonsault à un moment. Il touche pas du tout Jinder Mahal, et Jinder Mahal bump quand même en arrière dans le ring. Je me rappelle encore de ce bump 3 ans après, donc vous me direz dans les commentaires si c'était bien lors de ce show. Bah, je checkerai sur internet aussi après. Le match doit sûrement être sur Dailymotion. Mais oui, le show n'était pas sur le WWE. Pourtant, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur l'affiche en tout cas, mais je n'ai pas cliqué dessus. Bizarre. Bon. Bizarre. Les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan, qui battent les Usos pour conserver les titres par équipe de SmackDown. Seth Rollins qui défend donc le titre intercontinental qu'il vient de remporter. Beau match face à The Miz, Finn Balor et Samoa Joe. Match de l'échelle en plus. Match de l'échelle. Quand on vous donne pas trop de détails, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de titre. En gros, c'est pour ça, c'est des matchs basiques pour le public local. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Rematch, bien entendu, de WrestleMania. Et là, depuis, on a un Nakamura qui est de plus en plus heel, qui a essayé de tricher pendant tout le match, justement. Et le match se termine avec un double décompte à l'extérieur. Donc, justement, ça permettra de continuer la rivalité. Le fameux Undertaker contre Rusev. Ça n'a pas été Undertaker contre Jericho, si je puis dire, quoi, au final. Parce que je pense qu'Undertaker contre Jericho aurait eu un petit peu
plus de phase offensive. Oui. Là, oui. contre Rousseff, ça a quand même plutôt été Plutôt un squash. Ouais, plutôt. C'est plutôt un squash. Le match dure combien de temps? 9-40. Ouais, 9-40. Sachant qu'à la fin, il y a toute une partie où Aiden English intervient. Parce qu'on est dans la période, bien entendu, Rousseff Day. Donc Aiden English intervient pour essayer d'attaquer The Undertaker. The Undertaker se débarrasse également de lui. Et au final, il fout les deux dans le cercueil. Donc il bat les deux pour remporter le match. D'ailleurs, petite parenthèse sur Rousseff, déjà à l'époque, il était pas aux anges à la WWE. Je l'avais pas évoqué, ça me revient maintenant, mais on avait discuté avec lui au Royal Rumble, donc pas celui-là, le vrai Royal Rumble, quand on s'était fait maquiller, je vous l'avais raconté, dans l'hôtel des catcheurs. On attendait ensuite au rez-de-chaussée tous les autres commentateurs, et Rousseff était là et il attendait aussi de partir pour la salle, ou peut-être de se faire maquiller aussi, sans doute à mon avis de partir pour la salle. Et on avait un peu discuté avec lui, et à chaque fois on lui demande alors comment ça va, tu cartonnes à SmackDown avec Aiden English et tout, c'est incroyable. Et pour la première fois là, il avait quand même, à demi-mot, il nous avait dit ouais mais tu vois, j'en ai je crois que ça avance pas. Il l'avait pas dit comme ça, mais tu sentais qu'il commençait vraiment à être frustré de pas être utilisé, de pas voir Aiden English et lui exploser à la hauteur de leur popularité finalement. Et tu sentais qu'il était un petit peu blasé, que presque, comment on dit, il avait plus d'espoir que ça aille mieux. Non, mais c'est Je trouve logique. pas le mot que je cherche, mais voilà. J'essaie de mettre à leur place, imaginez-vous n'importe qui dans votre travail. Dans votre travail, vous avez différents critères qui peuvent potentiellement vous mener à des promotions, disons. Là, dans le catch, c'est les push, mais dans votre job, ça va être des promotions. En soi, Rousseff, il est bon dans le ring. Il a un bon perso, et il commence à avoir l'appui du public comme jamais. Je veux dire, le Rousseff Day, à un moment, c'était ce qui était le plus scandé à SmackDown. Ah oui, bien sûr. Donc tu te dis que tu checkes toutes les listes. Logiquement, tu dois passer à l'étape supérieure, à la prochaine étape. Et les semaines avancent et tu passes pas. Au contraire, même limite, on t'utilise pas du tout pendant certaines semaines. Oui, on se dit limite c'est fait exprès pour que les gens oublient, passent Ouais. à autre chose. Et donc là, forcément, tu dois. Enfin, dans ta tête, ça doit être très compliqué pour un artiste, pour un performeur, de se dire mais je fais tout bien et j'arrive pas à avancer. Mais alors, comment je vais avancer? À ce moment-là, au bout d'un moment, tu dois dire, bah alors il faut que j'aille, excusez-moi du terme, mais il faut que j'aille lécher les culs, il faut que j'aille être, tu dois dire ça, si là les gens ils veulent pas. Et du coup, c'est clair que ça doit être compliqué pour ces gens-là qui vivent leur carrière, c'est tout pour eux, quoi, je veux dire. Oui. Après, certes, il rentre, il a Lana à la maison, donc ça fait quand même plaisir. Oui, mais il joue aux jeux vidéo. Mais il joue aux jeux vidéo. Je lui en ai parlé, le mec il me dit oh je joue aux jeux vidéo à la maison. Ouais, elle est là, mais bon. Ouais, non, bah elle fait ses TikTok là devant la piscine, et moi je suis sur Call of. Juste avant, donc la bataille royale, on a le match. Pourquoi il prend une voix comme Je ça? sais C'est pas, génial. Putain, c'est Patrick Sébastoche. Steel Cage, tout de même pour le WWE Universal Championship avec le Brock Lesnar, Ah ouais, le Brock Lesnar. contre le Roman Reigns. Un match qui termine encore une fois un petit peu de manière pas très nette. Oh oui, Parce qu'en fait, ça donc, je m'en souviens en plus. vous avez Lesnar qui se retrouve dos à la cage. Spear Pire, de Roman Reigns. la cage pète, Et la confusion. ça roule par terre, et on comprend pas. Reigns touche le sol en premier, et Lesnar est déclaré vainqueur. Exact. Et je crois même moi, je m'en étais ému pendant le show, parce qu'il y a un replay, ils montrent le replay. Mais j'entends dans les trucs que les Américains, je crois pas qu'ils en parlent. Donc Bah. j'ai l'impression que c'est plus ou moins un botch. Et après, ils vont l'utiliser J'ai dans pu l'histoire. Mais je crois que sur le live, pas trop. retrouver ce match juste avant sur Dailymotion, parce que comme je vous l'ai dit, le network Faisons la pub Pas dispo. des diffuseurs français. Mais du coup, en fait, Michael Cole a l'air de pas trop comprendre. Il essaye quand même un petit peu de faire le gars qui souligne qu'il y a une erreur. Il y a un des commentateurs qui souligne un petit peu Ok. qu'il y a une erreur, parce qu'en effet, en fait, ce qui se passe, c'est que la cage donc explose. Ce qui fait que les deux catcheurs, ça c'est Lesnar, ça c'est Roman Reigns. Les deux catcheurs tombent comme ça à l'extérieur. Non, ça c'est sa main. Et Là, on est, attention, là, on dirait le Canal Football Club, on recrée donc Ah la oui. situation. Ça, c'est Lesnar, ça, c'est Roman Reigns. Spear. Donc, les deux catcheurs tombent à l'extérieur du ring, et ce qui se passe, c'est que Lesnar touche, on va dire, entre guillemets, le sol à l'extérieur, même s'il y a la cage entre son dos et le sol. Par contre, c'est son dos qui touche le sol. Et les règles dans ce genre de match, c'est qu'il faut que les deux jambes Eh oui. touchent le sol, et les jambes de Reigns, elles, par contre, touchent le sol en premier.
Donc le dos de Lesnar touche le sol en premier, vous allez me dire, mais les jambes de Reigns touchent le sol en premier, donc c'est pas clair. Bah si, c'est clair. C'est Reigns qui a clair, gagné, quoi. c'est Reigns qui a gagné. Nouveau Mais champion. l'arbitre décide que non. L'arbitre va avec le finish qui était prévu, j'imagine. Et on voit que Lesnar, je pense que peut-être qu'il avait oublié qu'il devait rouler directement après, parce que il voit que Reigns commence à aller vers l'extérieur, et tout de suite tu vois Lesnar qui se tourne vers la gauche, pour essayer justement de faire en sorte que ses jambes touchent le sol. Donc je pense, oui, voilà, que c'était peut-être un mini botch, mais du coup Lesnar conserve le titre, alors que logiquement Reigns avait gagné. On passe à cette bataille royale et je vais te remettre un petit peu les noms. On est en train de redécouvrir donc la liste des catcheurs pour le Greatest Royal Rumble. Et en fait, oui, il y avait des gens qui étaient même pas. Donc, tu m'étonnes que lui, tu pouvais pas vraiment trouver d'informations catchesques par rapport à lui. Bah si, non, parce que lui, tu peux. Il avait trouver, une bio, parce que par le mec contre, est ouais. un sumotori, Ouais. je crois, combat dans le sumo. Donc oui, mais t'avais des. Je crois que Babatunde, par exemple, il n'existait pas Elle encore n'existait sur pas trop Wikipédia. à ce Bah moment-là, non. ouais. Babatunde, il y avait Tucker, donc à ce moment-là de NXT également. Roderick Strong de NXT, Dan Mata. Greg Fumar Khali. Mata. Greg Khali qui nous avait fait également une petite surprise. Ouais, super. Il fallait Vraiment, des géants, c'était l'Arabie Saoudite. Donc ouais, enfin, Chris Jericho 3 minutes 16 quand même. Je me rappelle qu'il a touché, je crois, environ $100,000 pour ce show. 3 minutes 16 lors de la bataille royale. La bataille royale qui se termine avec Big Cass et Strowman. Ça pareil, j'avais oublié que Ouais. la dernière personne en face de Strowman à ce moment-là, c'était Big Cass. Encore une fois, je me demande si la WWE avait quand même pas mal d'espoir peut-être avec lui. Shane, qui faisait partie de cette bataille royale. Et Est-ce si- que c'est celui-là où Daniel Bryan bat un record de longévité? Je crois qu'il y a un record. Attends, ouais. Ouais, 1h16. 1h16, oui. Donc, pour info, avant, on disait que Daniel Bryan ne vient pas en Arabie Saoudite. C'est après ce show, en fait, que derrière, il décidera de plus revenir. On va citer également, je crois, l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. C'est notre ami. Alors, on espère que tout va bien se passer pour lui, hein, mais quand même. Bon, je veux pas trop en rajouter, mais bon, le papa le plus sympa du monde, un super homme. Enfin, le mec œuvre caritative, il va dans la rue, il distribue des repas, de l'argent. Un chic type. Ouais, non, vraiment. Enfin, la WWE pourrait le garder jusqu'à la fin, lui, parce que non, c'est bien d'avoir un mec comme ça dans. Totalement. Comme tu parlais des cases tout à l'heure, lui, il check toutes les cases. C'est un du mec ambassadeur bien. parfait Voilà, pour une entreprise. Pas besoin de catcher, le gars, il sait parler, il a fait des études, il a été dans une grande fraternité estudiantine, il a des connexions, enfin bref, bon. Donc, Titus O'Neill, Titus. voilà, le plongeon, il a failli mourir, hein. On rigole, Il a mais failli parce mourir, que mesdames et messieurs. il y a un cadre comme ça, enfin, le ring de la WWE, je l'ai pas tant vu que ça sans la jupe, mais dans les rings que j'ai, oui, il y a souvent... Bah là, au Il y a milieu, une barre de il y a fer, mais il une y a barre. les deux comme ça, ouais. Il y a une barre qui en gros passe très proche de son épaule droite. Donc honnêtement, il aurait pu se péter l'épaule s'il était parti un peu plus sur la droite. Et certains rigolent et surtout disent heureusement qu'on était à l'international. Parce qu'à l'international, il y a ces vieux rings avec le drap. Actuellement aux États-Unis, c'est les rings avec les écrans C'est en vrai, LED. c'est vrai, c'est vrai. Donc Ouais. s'il avait fait ça, il s'était pris les écrans en LED dans la gueule. Mais cette scène est incroyable parce qu'il court, il est à fond, il est chaud, et d'un coup il disparaît. Il disparaît sous le ring et t'as Corey Graves, mais qui est tellement mort. Parce de qu'en rire. plus, je sais pas filmer enfin, je crois pas que le direct filme tout bien. Je crois que c'est au replay que tu comprends ce qui Oui, s'est passé. Parce possible. que comme tu dis, il disparaît. Donc, je crois que le caméraman, bah, tout simplement, bêtement, il continue comme s'il allait monter sur le ring. Sauf que tout d'un coup, tu le vois plus, quoi. Et je sais plus c'est qui, parce que il y a quelqu'un qui est dans le ring à ce moment-là qui a fait une interview plus tard et qui explique qu'on voit Titus et là on est les gens, les catcheurs dans le ring eux-mêmes étaient morts de rire, mais par contre ils expliquent que dès que Titus est revenu dans le ring, du coup il était vénère. Donc apparemment il s'est lâché sur les 2-3 premières personnes qu'il a eues, Ah bah, ce qui est compréhensible, mais vraiment ce Royal Rumble c'était un des plus grands moments. Je crois qu'il en a fait des t-shirts même derrière après Titus, etc. Donc le plus beau moment de sa carrière peut-être à la WWE, et bien entendu petit hommage parce que ça se termine avec une victoire du colonel Braun Strowman qui pour l'occasion je va comprenais recevoir pas le colonel, j'ai déjà oublié. Vous voyez. va recevoir un trophée Ah, le trophée. et une ceinture, une sorte de ceinture, Ceinture verte, spéciale verte comme ça, on vous mettra la photo, mes petites ceintures spéciales, voilà pour l'occasion. Bah, encore une fois c'est bien joué du côté de la WWE parce qu'en soi le public local ils savent pas vraiment ce qu'ils voient au niveau de l'importance des matchs, donc plus tu mets des trophées, des Oui, ceintures, tu en mais jettes, plus ça donne de l'importance C'est à ce qu'ils quelque voient. chose qui se fait
un peu de moins en moins, parce que maintenant, c'est la nouvelle génération du catch français, mais il y a 20 ans, dans le catch français, c'était ça aussi. Dès qu'il y a un petit tournoi, un truc... Tu t'organisais un petit tournoi, t'allais à Decathlon 2 heures avant acheter une coupe, et puis voilà, la coupe Robert Badinter, aucun rapport, hein, mais bref, tu faisais des choses... Tu crées faussement une idée de compétition. C'est ça, bien sûr. Parce que les gens, je pense en Arabie Saoudite comme en France il y a une vingtaine d'années, voient encore le catch comme de la compétition. Donc il faut qu'il y ait, comme dans un sport, de la compétition. Donc un tournoi, tu te bats pour un trophée, tu te bats pour un chèque, tu te bats pour une ceinture. Donc, ouais. C'est pour ça que sur tous les shows de catch français, si vous regardez, c'est toujours champion du monde si, ou alors match pour ce championnat du monde, etc. Ils vous vendent comme s'il y avait... Vous regardez la carte, il y a les plus grands catcheurs de la planète qui sont sur la carte. Mais voilà, c'est pour créer de l'intérêt. C'est la force d'ailleurs auprès des fans. des anciens, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais Marc Mercier, par exemple, pour ne pas le citer, avait cette intelligence-là, de quand il se bouquait face, je pense maintenant à Vince, qui est aujourd'hui un acteur assez connu. On le voit, par exemple, il y a une scène dans OSS 117 où Jean Dujardin se bat contre un luchador très musclé. Oui. C'est lui. Okay. On le voit souvent, je sais pas où je l'ai aperçu dans les trucs sur M6 là où il y a les couples qui s'engueulent, la scène de ménage, il était dans une truc là. On le voit dans plein de films, plein de séries. C'est lui qui s'occupait des scènes de catch et de baston dans les Reines du Ring également. Enfin voilà, et Marc Mercier, c'est lui qui l'avait plus ou moins ramené dans le catch en France comme adversaire. Donc il allait dans chacun de ses shows, dans ses shows, il affrontait toujours ce monsieur. Putain, c'est dingue en plus je me souviens pas de son nom, Vincent, mais je me souviens plus de son nom de famille. Bref, il le faisait passer pour un Russe. Et donc, l'intelligence de Marc Mercier, à l'ancienne, tous les deux venaient avec des porte-drapeaux, et avant le début du match, ils jouaient l'hymne russe, et bien sûr la Marseillaise, et championnat du monde. Et je peux vous dire que le public, ils étaient à fond. Donc Vincent Aquin, qui est une baraque monstrueuse et qui faisait vraiment russe, il pouvait jouer le russe et tout ça, et Marc Mercier qui était quand même aussi assez trucs, donc ça marchait du feu de Dieu auprès du public. Le public avait l'impression, c'était Rocky, tu vois, version française. C'est toujours mieux que de ramener deux mecs en slip comme ça, comme je le dis toujours, vous mettez deux mecs en slip noir comme ça marchera pas. Ça marchera pas, imaginez-vous un show avec que des mecs qui s'affrontent, aucune histoire, aucune musique, aucune... C'est pour ça que le catch ça marche, c'est quand vous ajoutez la mise en scène. Toute cette mise en scène. Donc, on va terminer avec cette victoire de Braun Strowman. On va espérer que toutes les personnes qu'on a citées cette semaine vont être safe. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, direction Backlash. Ah oui, super. Vraiment, il sait vendre. Un Backlash, qui veut du Backlash? Qui veut du Backlash, chérie? Qui veut du Backlash? Tu connais cette chanson? Ça me dit quelque chose. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Oui. Ah voilà. Ouais, on était en Arabie Saoudite, bon, cela dit, je pense qu'ils mangent pas de couscous en Arabie Saoudite. Hein, enfin, je sais pas. En tout cas, en Afghanistan non plus. Au Maghreb, hein, le couscous algérien, sans raisin sec. Non, parce que raisin sec, non. Tant qu'il y a des merguez, moi ça me va. Oui, mais la semoule, quoi. Bon, bref, excusez-nous, hein, on rentrera dans le débat culinaire dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on vous souhaite évidemment une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, ne buvez pas dans les bouteilles que vous offre Ali de Catch Club. Et comme le disait Édouard Carpentier, cette semaine, je ne vais pas me tromper. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.